Ce programme vous est offert par Orange. Clôture par le chef de l'État de la conférence des gouverneurs de 26 provinces du pays. Plusieurs recommandations ont été formulées lors de cette clôture suite aux préoccupations soulevées par les participants. Accalmie à la base militaire de Kamina après l'agitation des démobilisés dans la province du Haut-Lomami. Un programme d'évacuation a été mis sur pied par la délégation dépêchée sur place par le président de la République. L'info, c'est l'heure. Merci de nous suivre en ce moment. Très heureuse de vous informer. On commence avec le chef de l'État qui a clôturé ce jeudi la conférence des gouverneurs de 26 provinces du pays. Des recommandations ont été formulées suite aux préoccupations soulevées par les participants. Et c'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité qui a lu un communiqué final quant à ce Josué Muyumba. Après 4 jours d'intenses activités intellectuelles, le président Joseph Kabila Kabange vient de mettre un terme à la 4e et 5e session de la conférence des gouverneurs des 26 provinces de la RDC. Selon le communiqué final lu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité en sa qualité Évariste Bochard, rapporteur de la conférence, les assises ont porté sur les recommandations relatives aux préoccupations exprimées par les participants. Concernant le volet sécuritaire, des foyers d'insécurité ont été évoqués principalement à l'est du pays. Le volet politique a été consacré à l'approbation du processus démocratique par le biais de l'organisation des élections, comme le veut la CENI. Sur le plan de l'économie, finances et des infrastructures, les conférenciers ont mis sur table les problèmes de la rétrocession des requêtes à caractère national. Avant le communiqué final, les conférenciers, par le biais du doyen, d'entre eux le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, un mot de remerciement au président Joseph Kabila Kabange, suivi d'une motion de soutien au dialogue national inclusif voulu par le chef de l'État. Ce soutien a été lu par Julien Paluku Kaongia, gouverneur de la province du Nord Kivu. Lumbashi José Muyumba, Télé 50. Rendons-nous au Parlement à présent. La session ordinaire de mars s'est clôturée mercredi, vous le savez, et ce, sur une note de satisfaction à la Chambre haute. 27 séances plénières au total ont été tenues, au cours desquelles 15 principaux textes votés et 5 questions orales avec débat initié. Les sénateurs ont également évalué et adopté la loi complétant et améliorant celle de 2004 sur l'identification et l'enrôlement des électeurs. Bilan de ce qu'a été cette session dans cet élément. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de 2015 et je... C'est le 15 mars dernier qu'a été donné le go de cette session ordinaire et 3 mois après, la voilà s'achever au terme de plusieurs plénières marquées par beaucoup d'événements. Et dans l'ensemble, toutes les commissions ont comme prévu et conformément à l'article 115 de la Constitution déposé leur rapport. Sur les plans législatifs, outre de nombreuses lois d'autorisation et ratification des traités et accords internationaux, la session a adopté 15 principaux textes de loi, 5 questions orales avec débat à poser aux membres du gouvernement, dont celle du sénateur Mokonda adressée tout récemment au Premier ministre Matata Ponyo sur la conduite de la politique de la nation. Au moins 15 projets de loi en provenance du gouvernement, dont 9 textes de loi portant autorisation et ratification examinés puis votés par la Chambre haute du Parlement. Les tout dans les 27 séances plénières tenues. La loi électorale qui est une grande innovation, qui est une volonté manifeste du gouvernement d'aller vers les élections, puisqu'il y a des innovations qui font suite aux concertations, notamment le vote des Congolais des étrangers, l'enrôlement des jeunes majeurs, l'enrôlement des jeunes qui n'ont pas l'âge de la majorité
à la date du scrutin, ce qui est aussi une grande innovation. La loi polémique était celle ayant trait à l'identification et enrôlement des électeurs, modifiant et complétant celle de 2004. Et celle-ci a été d'ailleurs la dernière à être votée par les élus des élus. Opposition comme majorité ont salué son adoption pour un processus électoral apaisé. Le gouvernement est en train de mettre à la disposition de la classe politique des instruments pour qu'il y ait cette étape des élections. L'interprétation est libre, hein. On peut penser aussi que ça favorise le glissement, mais au moins ça permet l'avancement des choses. Ça permet un progrès, et c'est ce progrès qui me semble-t-il est important. Pour les sénateurs, la session ordinaire de mars est clôturée sur fond des satisfactions compte tenu d'importantes lois votées ainsi que des avancées significatives réalisées dans le cadre des contrôles parlementaires. Et à la Chambre basse, Aubin Minakou est revenu dans son allocution sur le travail accompli par les élus du peuple sur le plan législatif, mais aussi en matière de contrôle parlementaire. Cette session a été marquée par le vote de plusieurs textes de loi dans le domaine sécuritaire, économique et sanitaire. On va également suivre le bilan de la session à l'Assemblée nationale. C'est une session prolifique sur le plan législatif qui a été clôturée ce mercredi à l'Assemblée nationale au Palais du Peuple. Sur le plan économique, l'Assemblée nationale a procédé au vote de la loi des finances rectificatives pour le budget 2016. Une baisse très sensible, on est à environ 6,7 milliards. Donc de 8,5 milliards à 6,7 milliards. C'est une perte vertigineuse des moyens de l'État. Sur le plan de la décentralisation, les deux chambres ont voté la loi portant statut des carrières des services publics de l'État. Pour asseoir un processus électoral apaisé, l'Assemblée nationale a procédé à l'adoption de la loi portant identification et enrôlement des électeurs. L'adoption de cette disposition des lois favorise l'harmonisation avec les textes de la loi électorale et permet à la Commission électorale nationale indépendante de pouvoir procéder à la révision du fichier électoral par l'enrôlement de nouveaux majeurs ainsi que les Congolais de l'étranger. Dans son rapport déposé au bureau de l'Assemblée nationale, le rapporteur de la CENI a relevé les avancées ainsi que les contraintes qui persistent encore. Au cours de cette session de mars, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, avait conféré avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, accompagné par une délégation coréenne dans le but d'envisager le vote électronique. Poursuivant la réforme du secteur de la justice et l'amélioration du climat des affaires, la loi portant compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif a été votée. La loi portant création et fonctionnement des tribunaux des commerces, la loi portant création et organisation de la profession de notaire et celle portant statut de huissier de justice. La poursuite de la réforme du secteur de la justice et l'amélioration du climat des affaires ont figuré parmi les priorités de la session de mars 2016. Dans le but d'adapter la législation congolaise en vigueur aux instruments relatifs aux droits de la femme et de l'enfant, la loi modifiant et complétant les textes de loi portant code de la famille a été adoptée au cours de cette session de mars à l'Assemblée nationale. Les domaines de l'aviation civile, domaine sanitaire, amélioration du climat des affaires, l'Assemblée nationale a examiné et voté des textes de loi pour favoriser la mise en exécution des réformes envisagées dans ces secteurs de la vie sociale. Et ce jeudi, le président de l'Assemblée nationale a échangé avec le facilitateur du dialogue national Edem Kodjo. Au centre des discussions, le dialogue national inclusif en RDC. Lors de son point de presse vendredi dernier, Aubin Minakou avait réitéré le soutien de la majorité présidentielle à Edem Kodjo, facilitateur du dialogue national. Elle avait encouragé dans la poursuite de son action pour la tenue de ce forum très déterminant pour la suite du processus électoral. Sécurité dans ce journal. Dans la province du Haut-Lomami, la base militaire de Kamina vit l'alcalmie après l'agitation des démobilisés mercredi. Un programme d'évacuation a été mis sur pied par la délégation dépêchée sur place par le chef de l'État. Elle est conduite par le vice-ministre de la Défense, René Sibou. Suivez. La base militaire de Kamina, dans la province du Haut-Lomami, a connu une inquiétude après un moment d'agitation des ex-combattants, enfin formation qualifiante dans le cadre du programme DDR3. Voulant s'évader, certains éléments démobilisés voulaient l'exprimer par ras-le-bol sur la ville de Kamina. Une altercation avec la force de l'ordre a fait un lieutenant mort
et 6 blessés au rang des démobilisés manifestants, admis actuellement aux soins pour leurs blessures. Le vice-ministre de la Défense nationale René Sibou, qui a conduit la délégation gouvernementale sur place, a lancé 2 messages. Nous venons lancer l'évacuation effective et réelle de ceux qui sont fin formation. Nous venons de citer nommément les gens, nous les regroupons pour, en fonction de leur nombre, organiser les rotations. Ça, c'est un détail technique. Mais un autre message aussi, c'est de dire, fermeté, que la force reste la loi. On ne peut pas tolérer que les gens se blessent, les gens se tuent. Ceux qui en sont responsables seront sanctionnés. Le gouverneur du Olomami, Célestin Bouyoukabango, salue cette mesure gouvernementale, celle des 72 heures pour les rapatriements paisibles de ses compatriotes. Comme ils ont préféré qu'ils doivent rentrer chez eux, c'est dans la dignité, avec une organisation en accord avec tous. Et les démobilisés en sont très reconnaissants. Si le gouvernement veut assez que nous regagnions nos bercailles, on est prêt. Et nous dirons seulement louange à l'Éternel et gloire à Dieu. Cette mesure gouvernementale nécessite au territoire d'accueil d'accepter ses compatriotes comme frères au sein de leur communauté respective. L'on célèbre ce 16 juin la journée mondiale de l'enfant africain en soutien à l'Afrique du Sud qui commémore les 40 ans de l'apartheid organisé depuis 1991. À cette date, le monde se souvient du soulèvement parti de Soweto en 1976 où des milliers d'écoliers descendaient dans les rues du township pour protester contre l'afrikaans qui allait être imposé comme langue d'enseignement dans toutes les écoles noires. Ici, à Kinshasa, le réseau d'organisation des droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne a organisé une rencontre ce jeudi au CEPAS à Gombe. Cette structure membre de la coalition pour la lutte contre le trafic humain s'est dite préoccupée par l'ampleur du trafic des enfants alimentés par l'adoption internationale en République démocratique du Congo. Dans la salle sont au rendez-vous les membres du RODESIC, ceux de la société civile, le représentant du ministère des Affaires sociales et le professionnel de médias. La rencontre porte sur la commémoration du 40e anniversaire de la Journée internationale de l'enfant africain. Ici, il est dénoncé le méfait dont ce dernier est victime à travers le monde, notamment son trafic illicite. Les cas récents est celui du transfert illicite de 3 filles mineures congolaises nommées Samira Libenge, Jaël Imate et Jakatou Mouyumbe, toutes des Guémina transférées en Belgique par Madame Julienne Pimba. L'adoption internationale, dans certains cas, alimente le trafic d'enfants. Nous avons les cas de 3 fillettes mineures de Guémena qui présentement se trouveraient en Belgique et qui y sont arrivées par la ruse d'une bienfaitrice. Et un enfant se retrouve encore à Kinshasa qu'on a pu récupérer grâce au raid organisé avec les commissariats de la police provinciale. Et cet enfant est encore à Kinshasa, mais il doit être rapatrié à Guémena. Comptant sur les efforts des autorités du pays, le secrétaire exécutif du RODESIC, Jean-Paul Kabeya, lance un message. Et nous saisissons l'occasion pour demander aussi à l'ambassade de la Belgique qui a tous les dossiers pour que cette affaire soit éclairée et que les enfants regagnent Guémena. Les enfants étant la cible de cette pratique très récurrente en Afrique, la redynamisation de la loi relative à l'adoption internationale de l'enfant et la vigilance de parents s'avèrent efficaces dans la lutte contre le trafic humain. Parlons transport multimodal, le siège de l'Office de gestion de fret multimodal, OGFREM Bukavu, sera bientôt remis au maître de l'ouvrage pour son éventuelle inauguration. Il s'agit d'un bâtiment destiné à la direction régionale de cet office pour le Sud Kivu et le Maniema, ainsi que la résidence du directeur pour ces 2 provinces. Selon le constat fait sur place par le directeur général Anatole Kikwa, les travaux de construction sont dans la phase de finition. C'est au terme d'une visite d'inspection du chantier effectué le week-end dernier dans cette partie du pays.
Dimanche 12 juin 2016, le port de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Anatole Kikwa Mwatamu Kambo, le directeur général de l'OGEFREM, et sa délégation sont reçus par les agents et cadres de l'office dans cette ville. L'OTAN Presse, le numéro 1 de l'OGEFREM et sa suite sont conduits directement au chantier. L'excellence, le pragmatisme et les suivis font partie des qualités de ce mandataire. Briefing, visite du chantier, le constat est plus qu'encourageant. Les travaux avancent comme prévu. Le niveau d'exécution est évalué à près de 90%. Il ne reste plus que le carrelage, l'installation électrique, le plafonnage, la plomberie, l'installation de l'équipement informatique et des caméras de surveillance. L'entreprise chinoise SZTC exécute les travaux dans le respect des clauses, sous l'œil vigilant du bureau d'études au BECLO. La durée des travaux était de 5 mois, mais les temps ne sont plus les mêmes. Les économies de plusieurs pays, dont celle de la RDC, tous, les difficultés financières s'étant mêlées à la course. Une fois achevé, le siège de l'OGEFREM Bukavu et la résidence du directeur régional Sud Kivu et Maniema feront la joie des cadres et agents dans ce coin. Et cette joie est perceptible déjà, non seulement sur leur visage, mais aussi dans leur expression. Avant Bukavu, le dirigeant de l'OGEFREM est passé par Goma, où les démarches pour l'acquisition d'un terrain sur lequel le siège provincial de l'Office au Nord Kivu sera construit dans le futur. La révolution de la modernité, vision du chef de l'État en pleine exécution, est bien comprise. Et pour terminer, en prévision de la 6e édition du Forum Accès au financement prévu le 25 juin prochain à l'Université protestante au Congo, le directeur général du Fonds pour l'inclusion financière, organisateur de cette rencontre, et ses partenaires étaient devant la presse jeudi pour expliquer les raisons de ces assises. Ce forum va rassembler les entrepreneurs, les institutions de microfinance et les banques avec comme but d'offrir un cadre d'échange où les PME et ces banques peuvent se comprendre sur un certain nombre de sujets. C'est le rendez-vous annuel qui réunit les entrepreneurs, acteurs du secteur financier, associations et organismes de soutien à l'entrepreneuriat, le bailleur de fonds et les représentants de pouvoirs publics en RDC afin de discuter des voies et moyens pour faciliter l'accès aux produits et services financiers, aux MPME. Aujourd'hui, le secteur financier regarde les clients d'un certain regard. Les entrepreneurs regardent le secteur financier d'un autre regard, et c'est de dire est-ce qu'on doit continuer de leur faire confiance ou pas. Je pense que de telles rencontres de forums, ce sont des espaces de dialogue, comme je l'ai dit d'ailleurs dans mon intervention tout à l'heure, de discussion pour pouvoir aller remettre cette confiance en cause sur la table. Quoique le contexte financier est très préoccupant, le Forum Accès au financement compte pour cette 6e édition atteindre un effectif d'au moins 400 entrepreneurs en vue de résoudre le problème du faible accès au financement en RDC. Alors il y a certainement des petites choses à faire qui sont premièrement de renforcer les compétences des commerciaux qui travaillent avec les PME. Et cette compétence vient dans l'approche relationnelle d'affaires qu'on a avec les PME. Avec comme thème le 4 piliers de gestion comme clé de voûte de la PME, hommes, produits, marché, finances, agent bancaire, quelle opportunité pour le PME et négociation bancaire. Le forum connaît cette fois la participation de plusieurs partenaires étrangers, dont le GIZ. Avec comme particularité cette année, 20 stands d'exposition des institutions de microfinance et banques, ainsi que la remise officielle du prix de la gouvernance des entreprises décerné par la Fondation Roi-Baudouin au meilleur entrepreneur. Les objectifs du FAF rentrent dans la mission du FPM, qui est celle de contribuer à la réduction de la pauvreté en RDC, en favorisant le développement d'une offre durable en services financiers accessibles aux MPME et aux ménages à faible revenu. On va passer à présent au rappel des titres. Clôture par le chef de l'État de la conférence des gouverneurs de 26 provinces du pays. Plusieurs recommandations ont été formulées lors de cette clôture suite aux préoccupations soulevées par les participants. Accalmie à la base militaire de Kamina après l'agitation des démobilisés dans la province du Haut-Lomami. Un programme d'évacuation a été mis sur pied par la délégation dépêchée sur place par le chef de l'État. Arlette Matondo nous rejoint dans quelques minutes pour la revue de presse. Ne nous quittez pas.
Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Elle est déjà à mes côtés. Bienvenue Arlette. Merci Gloria Mbouya. Dialogue et conclave de Bruxelles, deux sujets toujours d'actualité en RDC. Et oui, pas un pas sans dialogue. La relance signifie qu'à côté des limites et exigences posées par l'UDPS au profit de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le facilitateur de l'Union africaine, Edem Kodjo, reste ouvert à la création d'un groupe de soutien international, comme pour dire que l'Union africaine, l'Union européenne, l'OIF, les Nations Unies, la SADC et la CIRGL sont les bienvenus, sauf les États-Unis sur lesquels le camp présidentiel aurait mis son veto. Toutefois, la possibilité de dialoguer avec l'opposition demeure. Edem Kodjo compte pour ce faire se rendre cette semaine en Belgique à la rencontre du Conseil des sages de l'opposition présidé par Étienne Tshisekedi. Dialogue inclusif, le maximum nuance que si Genval préfère celui qui évoque la résolution 2277, il ne change en rien à l'affaire puisque le contenu demeure le même. Alors, à qui profite cette substitution de dénomination? À Kabila ou Tshisekedi? Le bi-hebdomadaire rappelle que le conclave de Bruxelles a eu lieu sans l'UNC de Vital Kamerhe et le MLC de Jean-Pierre Bemba, deux des partis de l'opposition qui se sont dit non concernés par ces échanges qui auraient pu se tenir à Kinshasa, qui ne manque pas d'espace pour abriter de telles rencontres. Conclave de Genval, dans un entretien accordé à la prospérité, le député national Pico Mwepu Kanyota pense que la Belgique a toujours été le lieu de complot contre la République démocratique du Congo. Comment des opposants congolais peuvent-ils manquer de maturité politique, s'interroge-t-il. Il dénonce ce qu'il qualifie d'une campagne de déstabilisation contre les institutions légalement établies de la RDC. 56 ans après son indépendance, l'élu de la majorité présidentielle se demande comment les conclusions d'un conclave qui a traité des questions sensibles de la RDC peuvent être remises solennellement à un ministre belge. Cela prouve à suffisance que cette réunion était convoquée par les puissances étrangères. Question de l'heure, Forum des As constate que le plus silencieux dans tout ça, c'est Léon Kengo Adondo qui n'a pas dit un mot sur les sujets d'actualité politique qui font couler beaucoup d'encre et de salive, à commencer par le dialogue, en passant par le conclave de l'opposition à Bruxelles, puis le débat sur la fin de mandature du président de la République ou l'article 73 de la Constitution. Léon Kengo Adondo, d'ordinaire percutant, n'a pas dit un seul mot de tous ces sujets. Pour le rédacteur de l'article, ce mutisme est interpellateur. Changement de mentalité, la SANCO lance la campagne sur l'éducation civique et électorale. Alors, nous allons lire sur radio-okapi.net qui précise que cette opération a pour thème l'engagement citoyen pour l'amélioration de la situation dans le pays en vue du développement. Elle va s'étendre sur toute la République à travers les diocèses catholiques jusqu'au mois de novembre prochain. Du moins, c'est ce qu'a indiqué le secrétaire général de la SANCO, Abbé Léonard Santedi. Au total, 10 000 formateurs seront largués dans les 47 diocèses du pays pour mener cette campagne en parcourant le Congo profond. Plus de 1300 paroisses, des mouvements apostoliques de femmes et de jeunes, des commissions, des écoles sont concernés par ce projet. Dans le même registre, le phare martèle qu'au niveau local, le projet établira des liens avec les autres confessions religieuses et associations de la société civile active pour un travail en synergie prévu pour une durée de 3 ans et demi. Le projet d'éducation civique et électorale de la SANCO va mener des actions avant, pendant et après les élections. C'est ce qu'a indiqué le président de la SANCO, Monseigneur Nicolas Djomo. Le numéro 1 de la SANCO a remercié le gouvernement canadien pour son appui financier et le gouvernement congolais pour la mise en œuvre de ce projet. Il ne reste plus qu'à vous remercier, Arlette Matondo. C'est moi qui vous dis merci, Gloria Mbouya Moutala.
Merci également de votre attention soutenue. Plus d'actualités sur télé50.com et Radio 50 bien sûr. Ce programme vous a été offert par Orange.